Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur l'épisode 3 de la saison 3 de The Mandalorian. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode. Au début de l'épisode, on remarque que Din Djarin a une sorte de signature pour abattre les chasseurs TIE de l'Empire. En effet, le premier TIE Interceptor qu'il détruit, il le fait avec la même technique que sur Nevarro dans la saison 2, en piquant droit vers le ciel puis en se laissant tomber avec la gravité sur son ennemi. Le dernier TIE est détruit par Bo-Katan Kryze avec une manœuvre pour le moins surprenante. Elle éteint les moteurs de son chasseur Gauntlet, relève une aile pour tourner puis achève l'Impériale. Le Gauntlet est un vaisseau présent dans le jeu de figurines X-Wing. Ce jeu se joue sur un plateau où chaque joueur contrôle un escadron de vaisseaux et chaque vaisseau a certains mouvements qu'il peut faire. Le Gauntlet a un mouvement assez particulier qui lui permet de faire du surplace et avec une amélioration peut relever ses ailes et tourner à 90 ou 180 degrés. Et cet épisode de Mandalorian présente cette stratégie pour la première fois. Plus tard, les Impériaux envoient des TIE Bombers détruire le château de la maison Kryze et Bo-Katan insulte les assaillants de Mudscuffers. C'est un mot déjà prononcé par Cara Dune dans le final de la saison 2 à bord du vaisseau de Moff Gideon. Sur Coruscant, on retrouve le Dr Pershing, appelé d'ailleurs pour la première fois par son prénom Pen, à l'Opéra Galactique où il donne une conférence pour tenter de se racheter auprès de son implication dans les activités impériales. L'Opéra Galactique est situé dans les niveaux supérieurs du district d'Ouskrou, surplombant les niveaux inférieurs. Peu après la bataille de Coruscant, la pièce Mon Calamari Squid Lake est jouée dans cet opéra, en présence du chancelier suprême Palpatine qui invite le chevalier Jedi Anakin Skywalker à se joindre à lui. Palpatine, secrètement le seigneur noir des Sith Darth Sidious, raconta à Skywalker l'histoire de Dark Plagueis et de ses tentatives pour tromper la mort. Cet épisode nous présente pour la première fois le programme Amnesty. Il consiste grossièrement à réhabiliter les anciens impériaux dans la nouvelle société néo-républicaine. Cela fait un parallèle très clair avec l'opération Paperclip. Cette opération fut menée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis afin d'exfiltrer et de recruter près de 1500 scientifiques nazis pour lutter contre l'URSS et récupérer les armes secrètes de l'Allemagne. Ces scientifiques travaillèrent ainsi dans divers domaines comme les armes chimiques, l'usage de psychotropes, la conquête spatiale ou encore les missiles balistiques. Ce programme Amnesty peut rappeler autre chose dans l'univers Star Wars. Dans l'ère de la Haute République, environ 200 ans avant la menace fantôme, un groupe de pirates appelé Nihil sème la terreur dans la galaxie. Mais au fil des batailles entre la République et les Nihil, certains pirates sont capturés et emmenés dans un programme de réhabilitation où ils doivent reconstruire ce que les Nihil ont détruit. Toute cette stratégie de réhabilitation est décrite en détail dans l'audiodrama Maître Tempête. Lorsque Pershing sort de l'opéra, il est arrêté par de nombreuses personnes de la haute société de Coruscant. On peut y voir ici la naissance des deux fronts qui modéliseront la Nouvelle République présente à l'époque de la postlogie. Le roman Lien du sang nous a présenté deux partis au Sénat galactique, avec les populistes voulant décentraliser le pouvoir et les centristes voulant un pouvoir unique et puissant. On retrouve la facette centriste avec un homme qui s'adresse à Pershing en lui disant que pour lui, peu importe qui ait tout pouvoir tant que sa situation ne change pas. Ainsi, de son point de vue, il n'y a pas de différence entre l'Alliance Rebelle, l'Empire Galactique et la Nouvelle République tant que le gouvernement est unique et puissant. Idée également illustrée dans Les Derniers Jedi par les réflexions du personnage de DJ à Canto Bight. De très nombreuses espèces d'aliens sont présentes dans cet épisode, des connues et d'autres un peu moins. Parmi les plus faciles à reconnaître, on peut noter les Mon Calamari comme par exemple à l'Opéra et une collègue de travail Twi'lek de Pershing. Sur la place des monuments sont présents des Rhodiens, un Ithorien, un Ishitib et une Panthorienne. Plus tard dans la gare de Coruscant sont présents un Barbadélien, un Mimbanné, un Frosien et un membre de l'espèce de Huygens du Réveil de la Force. Enfin dans le train est présent un Buffopel. Pour se rendre dans ses appartements, Pershing utilise un Airspeeder Easy Ride, un vaisseau utilisé majoritairement comme taxi sur Coruscant. Le droïde qui conduit ce taxi peut avoir un air familier. En effet, il ressemble énormément au droïde infiltrateur de série EXD utilisé par l'Empire pour chercher les rebelles. Un de ces droïdes, EDX-9, atterrit sur Atolon où se trouve la cellule Phoenix. Ce droïde paraît d'abord amical, ayant une apparence très similaire au pilote de taxi de The Mandalorian, puis s'active dans un mode destructeur. Pour passer inaperçu, les EXD étaient basés sur un autre modèle, le droïde de protocole RQ. Le design de ces droïdes est d'ailleurs basé sur un dessin original de C3PO, réalisé par Ralph McQuarrie. Le pilote est également très bavard et propose à Pershing de visiter de nombreux lieux de la planète.
Parmi ceux-ci, l'un est nouveau avec les jardins du Skydome. Dans ces jardins, le druide précise que les maïsaises sont en fleurs. Dans l'univers légende, la fleur de maïsès est une plante que l'on retrouve par exemple dans la clairière de Maïsès, une sous-région de la forêt Kowir sur Kashyyyk. Elle abritait l'esprit de Nientioris, un grand arbre vénéré par le village de Keritaba. Les fleurs de Maïsès sont apparues dans la seconde extension Rage of the Wookiees du jeu vidéo Star Wars Galaxies, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur développé par Sony Online Entertainment en 2003. En revanche, d'autres lieux sont déjà connus comme le musée Galactique qui proposait une exposition sur l'hyperpropulsion. Il est présent dans le district fédéral de Coruscant et a été renommé musée impérial sous le régime de Palpatine. Dans les premiers numéros de la série des comics Star Wars 2020, il était gardé par un dénommé conservateur, et l'Alliance Rebelle y a envoyé une équipe de Pathfinder pour voler un droïde contenant un code de cryptage indispensable pour la reconstruction de l'Alliance après la bataille de Hoth. Dans l'univers légende, le musée galactique existe également et apparaît dans de très nombreuses œuvres depuis le sacre de Freedon Nad dans la légende des Jedi. On y connaît cependant plus de choses, comme le fait qu'il existe depuis plus de 12 000 ans avant la guerre civile galactique. Le musée holographique des espèces disparues fait référence au zoo holographique des espèces disparues de l'univers légende. C'était un musée sur Coruscant qui présentait des dioramas holographiques de créatures disparues en train de chasser, de se nourrir et de se battre dans leur habitat naturel, comme présenté pour la première fois dans le roman Sombre Disciple. Les animaux les plus populaires auprès des visiteurs étaient les Krabex de Moncala, les Faucons des Neiges de Rinal, les Manticores, les Arbres Chantants de Fildealer et les Mantabog de Malastar. Ces derniers sont cités par le druide Taxi et donc maintenant canon. Dans le légende, ils sont cités dans le jeu de rôle Coruscant and the Core Worlds et sont décrits comme des constricteurs aériens en forme de drap. Le nouveau travail de Pershing au sein de la Nouvelle République consiste à archiver voire détruire des données impériales. Ces données sont contenues dans des datacartes ou datadisks. Lors de la bataille de Scarif, les rebelles du Profundity ont téléchargé les données des plans de l'Étoile de la Mort sur ce même format. Elia Kane, l'impérial infiltré au sein de la Nouvelle République, fait visiter Coruscant à Pershing en commençant par la place des Monuments. C'est également là que se trouve le seul pic montagneux découvert de la planète, Umate, le point culminant de la chaîne Manarai. La place existe depuis des millénaires, s'élevant de niveau en niveau au fur et à mesure que la ville-monde s'est construite. Depuis l'ère de la Haute République, le parc était situé au niveau 5216 et contenait une grande quantité de verdure conçue comme un reflet de ce à quoi la zone aurait pu ressembler avant qu'elle ne soit construite. Pendant la guerre civile galactique, après la défaite de l'Empire lors de la bataille d'Endor, une célébration eut lieu sur la place des Monuments pour commémorer la mort de l'empereur Sheev Palpatine. Après qu'une foule a détruit une statue de l'empereur, les forces de sécurité de Coruscant sont arrivées sur la place pour établir l'ordre et ont ouvert le feu sur la foule sans avertissement, tuant plusieurs civils et transformant la célébration en une véritable émeute. La place des Monuments est apparue pour la première fois en 1995 dans le livre de l'univers légende The Illustrated Star Wars Universe, où il était représenté dans un dessin de Ralph McQuarrie et extrapolé dans un texte de Kevin G. Henderson. Comme certains des dessins de McQuarrie utilisés dans ce livre étaient des dessins conceptuels des films Star Wars et que d'autres étaient commandés pour le livre, on ne sait pas qui a eu l'idée de la place des Monuments. Le lieu est devenu canon lorsqu'il est apparu dans l'édition spéciale du Retour du Jedi en 97. L'apparition de la place des Monuments dans la série The Clone Wars est basée sur ces dessins conceptuels de Ralph McQuarrie. La place comportait déjà un gros rocher en son centre, idée et symbolique originale donc conservée. Une partie de la conception originale de ce monument s'est inspirée d'un rocher que l'on trouve sur la route menant au siège de Lucasfilm Animation dans le nord de la Californie. C'est ce rocher qui donne son nom au campus Big Rock du Skywalker Ranch. Pendant toute cette scène à la place des Monuments, une musique tourne en fond et c'est une nouvelle version de March of the Resistance du Réveil de la Force, le thème principal de la Résistance. La musique semble ici être diégétique, c'est-à-dire qu'elle existe dans l'univers et qu'elle est réellement jouée sur la place. Si c'est le cas, cela ferait un parallèle intéressant entre la Nouvelle République, qui utilise la musique March of the Resistance à traduire par La Marche de la Résistance, et l'Empire qui utilise par exemple dans Solo ou Rebels une version revisitée de The Imperial March à traduire par La Marche de l'Empire. Sur la place des Monuments, un droïde joue l'équilibriste en jonglant pour divertir les touristes. Il s'agit d'un droïde de travail de série PK, un modèle utilisé par la Fédération du Commerce. Lors de l'invasion de Naboo, un certain nombre d'unités PK étaient stationnées à bord du cargo LH-3210 de la classe Luckrulk nommé Shakak.
La Confédération des systèmes indépendants a ensuite utilisé la série PK pour la plupart des fonctions de soutien de son armée de droïdes. Elia Kane dit avoir été formée à l'Académie sur Coruscant. Elle fait ici très probablement référence à l'Académie royale impériale, également connue sous le nom d'Université impériale de Coruscant. C'était le campus principal du programme de formation militaire de l'Empire galactique sur Coruscant. De nombreux personnages connus y ont travaillé ou étudié, comme l'amiral Wulf Yularen, Gideon Ask, Aiden Versio, Alexandre Calus, Tain Kairel, Sienari, Eli Vanto ou Misron Uroodo. L'emblème de la Nouvelle République est présent sur différentes structures comme le lieu où est interrogé Pershing. Cet emblème est différent de celui utilisé la majorité du temps pour la Nouvelle République dans les précédentes œuvres et est en réalité l'emblème de la Nouvelle République dans l'univers légende mais d'une autre couleur. En revanche, il ne s'agit pas de la première fois que nous voyons celui-ci dans le canon, puisque les pilotes de la Nouvelle République dans The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Rogue Squadron le portaient déjà. Les droïdes qui patrouillent près de la gare de Coruscant sont de nouveaux modèles originaux, mais ils reprennent le design et la fonction des droïdes policiers de spatioport de la guerre des clones, un type de droïde de classe 4 présent dans The Clone Wars. Dans la gare est présent un message en orobège qui incite les habitants à dénoncer la moindre violation au règlement suite à une politique de non-tolérance, de quoi encore renforcer les parallèles entre l'Empire galactique et la Nouvelle République. Pour paraître naturel, ou en tout cas tenter de l'être, Pershing et Kane évoquent le mot Thanksday. Il s'agit ici d'une intéressante référence au calendrier de Star Wars. Le calendrier galactique standard est un système lunisolaire basé sur une période naturelle dérivée de l'observation des cycles orbitaux de la capitale galactique Coruscant. Son unité, le jour standard, est basé sur une révolution complète de Coruscant. La planète met 368 ou 365 jours standards selon les sources pour effectuer une orbite complète autour de son étoile Coruscant Prime, une période qui devient l'année standard. L'année est divisée en mois et en semaines standards. La durée d'un mois, 35 jours, est déterminée par la syzygie de la lune primaire de Coruscant Syntax 1, c'est-à-dire le temps nécessaire pour passer d'une nouvelle lune à la suivante. Le mois est divisé en 7 semaines, chacune contenant 5 jours, nommés d'après des corps célestes ou des habitants historiques de Coruscant. Prime Day, Syntax Day, Tonks Day, Zel Day et Bendu Day. Le Prime Day a été nommé d'après Coruscant Prime, l'étoile autour de laquelle gravite Coruscant. Syntax Day en l'honneur de Syntax 1, la lune primaire de Coruscant. Tonks Day pour les Tong, une espèce qui vivait autrefois sur Coruscant. Zel Day d'après l'espèce Zel de Coruscant. Et Bendu Day en l'honneur des moines Bendu de la planète. Dans l'univers légende, les Tong sont une ancienne espèce humanoïde originaire de Coruscant. Ils sont des guerriers depuis leur plus jeune âge et considèrent la bataille comme une source d'honneur tant pour l'individu que pour ses dieux. Célèbres pour leur combat contre les bataillons humains de Zel, l'autre grande puissance de Coruscant préhistorique, les Tong ont fait la guerre à leurs ennemis pendant des centaines d'années. Lorsqu'un puissant volcan entra en éruption et dévasta les ailes, projetant des cendres dans le ciel avec une telle densité qu'elles bloquèrent la lumière du soleil de Coruscant, les Tong s'autoproclamèrent guerriers de l'ombre ou Dawerda Verda dans leur langue. Malgré leur défaite, les ailes parvinrent finalement à chasser les Tong de Coruscant et les Tong vaincus s'enfuirent sur la planète Rune située dans la bordure extérieure. Ils y restèrent pendant des millénaires jusqu'à ce que le légendaire Mandalore le Ier conduise les Tong à la conquête d'un nouveau monde qu'ils nommèrent Mandalore en l'honneur de leur chef. Les Tong se rebaptisèrent alors Mandaloriens ou Mandoad, fils et filles de Mandalore. Dans l'univers légende, les Mandaloriens tirent ainsi leurs origines de ce peuple originaire de Coruscant. Cependant, c'est un fait qui n'est pas encore tout à fait vérifié dans le canon. Seul un élément le suppose avec le Beskad, un sabre traditionnel des Mandaloriens qui a été conçu à partir d'un ancien modèle Tong, d'après le livre de jeu de rôle canon Collapse of the Republic. Un autre élément fait référence aux Tong, et plus particulièrement à la guerre du légende les opposant aux Zel, avec la société Tong et Zel, une société étudiante de l'université de Coruscant citée dans le livre de référence et les archives secrètes des rebelles. Enfin, les moines Bendu font référence aux Dai Bendu, un groupe religieux précurseur de l'ordre Jedi. Ils ont construit un monastère dans ce qui est devenu Kijimi City vers 965 avant Yavin. L'existence du temple a incité la confrérie de la Contenance Béate à faire un pèlerinage à Kijimi. Le symbole de la République galactique qui ornait les chasseurs des chevaliers Jedi remontait à l'étude de la numérologie par les moines Bendu, pour qui le chiffre 9, symbolisé par 8 rayons réunis en un disque, signifiait la présence bienveillante de la Force dans une galaxie unie.
Dans l'univers légende, les Daibendu sont connus sous le nom d'Ordre des Daibendu, et ils sont l'une des organisations prédécesseurs de l'Ordre Jedi. En sortant du destroyer stellaire, Pershing et Kane se font arrêter par la police de Coruscant, qui est accompagnée par une canonnière de police. C'est un vaisseau de combat introduit pendant la guerre des clones pour assurer le maintien de l'ordre sur Coruscant. Conçu pour être plus fin, plus petit et moins lourdement armé que la canonnière de la République, la canonnière de police est mieux adaptée au maintien de l'ordre dans la ville dense de la planète, tout en réduisant les risques de dommages collatéraux. L'Empire a continué à utiliser ce modèle pendant de nombreuses années, sachant que le dernier vu chronologiquement parlant en service est en 3 après Yavin. Visiblement, la Nouvelle République poursuit l'utilisation de ce vieux modèle de vaisseau pour sa propre police de Coruscant. On peut également noter que la vitre est légèrement différente avec le nom Police écrit en orobesh. La fin de l'épisode nous révèle donc la trahison de Elia Kane. C'est une chose que l'on aurait pu prévoir en analysant son nom. En effet, Kane est phonétiquement similaire à Cain, un personnage du livre de la Genèse et du Coran. Ce nom se prononce Cain en français, mais la version originale de la série étant l'anglais, il faut considérer la prononciation anglaise Cain. Selon ces textes, Cain, fils aîné d'Adam et Ève, tua son frère cadet Abel. Cain est ainsi, pour le livre saint, le premier meurtrier de l'humanité, que Dieu condamne ensuite à l'exil. Il s'agit donc d'une énième référence religieuse après les 2 précédents épisodes. Après sa capture, Pershing est abordé par un assistant médical Mon Calamari qui porte un uniforme avec un symbole assez récurrent. Ce symbole n'a pas réellement d'histoire, mais il est utilisé de la Haute République à l'époque du Premier Ordre comme le symbole universel de la médecine. Pershing tente d'avertir ce Mon Calamari en lui disant qu'il a été victime d'un piège de Cain, mais il ne lui répond que par un regard interrogateur. Ceci est une référence à l'amiral Jial Akbar, un autre Mon Calamari, et sa célèbre phrase « C'est un piège » dans le Retour du Jedi. Pershing est alors traité par une machine nommée Fouet Mental Mitigateur 602. Le fouet mental était déjà évoqué dans le final de la première saison de The Mandalorian, lorsque Cara Dune pensait qu'elle serait emmenée dans un fouet mental si elle se rendait. Greef Karga a alors nié l'existence des fouets mentaux, estimant qu'il s'agissait de propagande de guerre, mais Dune n'a pas voulu savoir s'il avait raison. Cette technologie est donc bien réelle et elle a été utilisée par l'Empire puis récupérée par la Nouvelle République. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo sortie jeudi sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également aller voir ou revoir sur la chaîne secondaire la rediffusion de la critique en live que nous avons faite le même jour sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.